Bonjour, je suis Philippe Viexorek du pôle Minalogique. Je m'occupe au sein de la direction technique plus spécifiquement de l'intelligence artificielle et je vous remercie de vous connecter à ce webinaire dédié qu'on a appelé les éclairages de l'IA, donc un peu effectivement expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, ses usages et sa technologie. C'est des webinaires, donc c'est la 8e édition de ces webinaires mensuels. Donc, il se réalise en partenariat avec le MIAI, donc l'Institut en 3IA de la région qui est hébergé à l'Université Grenoble-Alpes, Digital League et Lyon EasyEye, et sont également en partenariat avec la région et la Direction générale des entreprises. Donc, comme je l'ai dit, c'est effectivement un rendez-vous mensuel. Le prochain sera le 3 décembre. Donc, en général, on essaye de faire le premier vendredi de chaque mois sur l'horaire 13h, 14h ou 13h30, 14h30. Donc, le prochain sera dédié plus à l'aspect éthique, législatif et encadrement de l'intelligence artificielle. Et donc, je vous invite à marquer déjà la date dans vos agendas. Si vous ne pouvez pas assister à ces séminaires, ils sont disponibles dans une playlist sur la chaîne YouTube de Minalogic. Donc, vous avez le lien ici. Et ça se retrouve assez facilement en cherchant, en tapant Minalogic, éclairage de l'IA, vous allez retomber dessus. Juste pour signaler également que, toujours en partenariat avec MIAI, on a lancé un portail qui recueille des articles sur l'intelligence artificielle, toujours à but de vulgariser. Donc, n'hésitez surtout pas, tout le monde peut écrire là-dedans, hein, pas forcément que des experts de l'IA, ça peut être aussi des points de vue ou des questionnements par rapport aux usages ou aux craintes que pourrait avoir l'IA. Donc, n'hésitez surtout pas à publier vos articles sur ce portail, donc, dont vous voyez le lien ci-dessous, qui s'appelle le MIA Innovation Quarterly. Donc, la session d'aujourd'hui, donc Rémi, si tu veux nous rejoindre, sera animée sera donnée par Rémi Agier, qui est le fondateur et le CEO de Visual Behavior. Donc, il vous expliquera bien mieux que moi ce que fait Visual Behavior. On est en partenariat et c'est une première et ça aura probablement vocation à se rééditer dans le futur avec Coboteam, qui est le cluster de la robotique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ce partenariat avec Coboteam? En fait, la robotique est jamais très très loin de l'IA. Et donc, effectivement, on a sûrement plein de sujets à travailler ensemble. Et je crois que Frédéric Hélin, le DG de Coboteam, est parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue à Frédéric. Le sujet du jour, c'est effectivement la perception et les interactions que peuvent avoir un robot et quels sont les apports de l'IA par rapport à ces besoins-là. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Rémi Agier pour qu'il nous fasse sa présentation. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat. On prendra les questions en fin de présentation. Et n'hésitez surtout pas si vous voulez plus d'informations ou plus de clarifications. Voilà, bonne session et c'est à toi, Rémi. Merci Philippe. Bonjour à tous. Du coup, comme l'a dit Philippe, je suis Rémi Agier, fondateur de Visual Behavior. Je vais essayer de changer de slide. A priori, je peux pas. Compliqué. Ah, si, c'est bon. C'est encore une photo de moche, ça doit être assez narcissique. Donc, de formation ingénieur en génie électrique, j'ai fait un doctorat en imagerie médicale. Voilà pour le petit historique. Et en fait, avant de fonder Visual Behavior, j'avais fondé le bureau d'études qui s'appelait Eigen, qui développait des logiciels sur mesure de vision artificielle. Et sa petite importance parce qu'en fait, le but de Eigen était de faire en sorte de faire des systèmes de compréhension visuelle. Et en fait, à force de faire cette activité-là, donc ça a duré 4 ans à peu près, on s'est rendu compte que à peu près tous les robots, je reviendrai après sur la notion de robot, ont besoin à peu près de des mêmes systèmes de vision. Et finalement, c'est un peu le problème de la compréhension de scène, donc sous-entendu la capacité à voir le monde, filmer le monde, entre guillemets, et en tirer une compréhension qui permet de faire des actions aussi diverses qu'elles peuvent être. Donc souvent, la logique métier, les actions à faire sont très différentes, mais finalement, la partie compréhension de scène, le sujet d'aujourd'hui, est un peu commun. Et donc, en fait, c'est en partant de ce bilan de, finalement, il faut un peu toujours la même chose, et il n'y avait aucun outil générique qui existait, que j'ai cofondé Visual Behavior avec Thibaut Neveu, qui lui travaillait chez Samsung Labs en Californie et qui avait eu le problème inverse. Donc moi, j'étais plus côté fournisseur de solutions et lui était plus côté demandeur, utilisateur.
Il était dans l'équipe qui a fait un robot qui fait la cuisine tout seul. Et la conclusion qu'ils en avaient, c'était qu'à chaque fois qu'ils devaient coder un nouvel objet, une nouvelle salière, une nouvelle cuillère, et ben, ils devaient tout faire à la main et ça commençait à être pénible et compliqué. Donc, je n'arrive pas à changer, mais ça va le faire. Hop. La mission qu'on se donne à Visual Behavior, elle est simple, elle est très très ambitieuse par contre, c'est de résoudre le problème de la compréhension de scène pour tous les robots. Sous-entendu, notre but, c'est de faire en sorte que les robots soient un peu moins stupides quand ils observent le monde. Alors rassurez-vous, on est très 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 loin de Terminator, c'est même pas un sujet. Mais en fait, un robot, c'est quelque chose qui est dans la vie réelle et qui observe le monde et qui agit dessus. Alors il y a différents niveaux de robots, j'y reviendrai. Mais voilà, nous, on fait la première partie, ça veut dire utiliser des capteurs pour percevoir le monde et surtout le comprendre, faire en sorte que le monde ce soit plus un tas de pixels, mais quelque chose qu'on peut utiliser et actionner, sous-entendu. Pour revenir à la notion de robot, la notion de robot, c'est ma définition, hein, c'est pas une définition universelle. Pour nous, de notre point de vue, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, hein, depuis bien avant que j'arrive ici. Et au début, c'était des choses qui étaient très réduites. Sous-entendu, un robot, c'est deux parties au minimal. La première, c'est une observation. Sous-entendu, on observe le monde et après, on effectue une action sur ce monde-là. Alors, observation, au début, on ne parle pas de quelque chose de très compliqué, hein. Détecter une pièce et la présence d'une pièce pour aller faire un point de soudure dessus, c'est déjà de la robotique dans le sens où il y a déjà un robot physique qui existe dans le monde et qui vient faire une observation, aussi simple soit-elle, et effectuer une action dessus. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle un peu la robotique automatique et qui fonctionne tant que les systèmes ne sont pas trop complexes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande quête de la robotique, c'est la robotique autonome. Et on se rend compte que finalement, entre l'observation et l'action, donc entre le capteur qui est hardware tout au début et l'effectuateur, qui est un mot français horrible, mais voilà, qui est l'actionneur, on va dire, entre autres, qui fait l'action à la fin. Là où avant, c'était de la logique très simple, ce qu'on appelait l'automatisme. Maintenant, il y a toute une chaîne de décision extrêmement complexe qui passe par la perception, la compréhension de ce que j'ai perçu, la décision par rapport à ce que j'ai compris, et après la planification, sous-entendu quel mouvement je vais faire, etc. Et après, à la fin de l'effectuateur. Je pense que pendant cette présentation, je vais souvent parler de la voiture autonome. Alors, on ne fait pas spécialement, nous, de la voiture autonome, mais par contre, ce qui est très intéressant avec la voiture autonome, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont dépensé plusieurs dizaines de milliards de dollars pour essayer de le résoudre. Donc, en fait, c'est le plus grand retour d'expérience mondial qu'on peut avoir sur comment on résout un problème compliqué. Du coup, pour prendre l'exemple de la voiture autonome, on essaie de le placer sur cette chaîne un peu de traitement, on se rend compte que la voiture autonome, c'est comprendre un environnement qui est extrêmement compliqué, à savoir un monde 3D qui est rempli d'objets, d'autres voitures, de routes, de panneaux, voilà, et effectuer une action. Ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, pour aujourd'hui, l'action, elle est très facile. Une voiture, c'est principalement accélérer, freiner, tourner les roues à gauche, tourner les roues à droite. Donc finalement, ce qu'on appelle l'espace de représentation de l'action est très petit. Par contre, l'espace de représentation de l'observation est immense. Et quasiment tout le défi de la voiture autonome, c'est un défi d'observation, c'est pas un défi d'action. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, historiquement, avec je ne sais plus comment on compte les révolutions industrielles, mais celle qui a pris et s'est servi de la robotique a nécessité d'abord de l'action. Donc en fait, faire des robots automatiques qui font des actions automatiquement, ça on sait très bien faire et souvent bien mieux qu'un humain. Sous-entendu, je ne sais pas, souder une pièce au micromètre près, on sait faire, alors qu'un humain, c'est un peu plus compliqué. Par contre, paradoxalement, faire un robot pour conduire une voiture, alors que l'action est très simple, mais l'observation est compliquée, ça, c'est toujours un défi. Le challenge, on va dire, de la vision robotique actuelle, et ce qu'on propose de résoudre, c'est un challenge qui est multiple. La raison, c'est que, en fait, ce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, on part d'un problème qui est clairement un manque d'intelligence des algorithmes, hein, on ne parle pas de leur créateur, et du fait que, du coup,
compense ce manque d'intelligence par des capteurs qui sont toujours plus chers et des traitements qui sont toujours plus complexes. Si je reprends l'image de la voiture autonome, la grande mode aujourd'hui dans la voiture autonome, c'est d'utiliser des lidars. Donc, c'est des capteurs qui, au début, coûtaient 100 000 $ pièce, et maintenant, on réduit les prix un petit peu. Je pense qu'on doit atteindre les 10 000, mais aujourd'hui, il en faut encore quand même plusieurs. Et pour sous-entendu, un lidar, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose c'est un télémètre qui tourne, donc sous-entendu, qui va mesurer la distance de tout ce qu'il y a autour de la voiture, et donc un peu faire une image 3D de tout ce qui est autour. Et après, avec de nombreux traitements. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un humain, lui, arrive à conduire avec juste ses 2 yeux, basiquement, et une tête qui peut tourner un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, même si aujourd'hui, toute la robotique, une partie de la robotique et de la voiture autonome, considère que c'est un problème de capteur, de sensor, c'est juste ça, c'est une conséquence du fait d'un manque d'intelligence. Voilà. Et donc, le problème du chemin qu'on a pris aujourd'hui, qui est en train de changer, mais voilà, c'est que tout coûte cher. Les capteurs coûtent cher, le développement coûte cher, et le problème, c'est que la conséquence de ces deux, c'est que après les systèmes coûtent cher parce que vu que les développements sont spécifiques et les capteurs sont spécifiques, si vous voulez adapter le système, vous êtes obligé de recommencer de zéro. Du coup, notre point de vue à Visual Behavior et l'axiome de base par lequel on est parti, c'est que le problème de l'observation robotique, c'est un problème d'intelligence. Ce n'est pas un problème de capteur. Alors, on peut pallier ce problème d'intelligence par des capteurs, mais en tout cas, on peut résoudre le problème uniquement avec de l'intelligence. On n'est pas tout seul à penser à avoir ce point de vue-là. La boîte la plus emblématique qui a ce point de vue, c'est Tesla. Qui a décidé de ne pas utiliser de lidar et de simples caméras, et qui, du coup, il n'y a pas si longtemps, a fait une conférence qui s'appelait iDays de Tesla, où ils présentaient leur solution, du coup, reposant quasiment uniquement sur l'intelligence artificielle pour essayer de résoudre le problème de la conduite autonome, qui, je rappelle, est principalement un problème d'observation. Le deuxième point, le deuxième base sur laquelle nous on débute, et qui est une bonne base, à notre avis, évidemment, c'est que les approches actuelles sont ultra spécifiques. Sous-entendu, on a dépensé des dizaines de milliards de dollars sur la voiture autonome, et si demain j'ai envie de réadapter ce système pour faire autre chose, je ne sais pas, du robot en industrie, du robot agricole ou des choses comme ça, en fait on est quasiment obligé de recommencer de zéro. Sous-entendu, la part de choses transférables et génériques est très faible comparée aux spécifiques. Si je reprends mon exemple des humains, pour essayer de comparer, un humain, lui, pour apprendre à conduire, il met uniquement 20 heures. Voilà, en moyenne, je pense qu'un humain, ça met 20 heures d'apprentissage pour apprendre à conduire. Mais en vrai, c'est un raccourci un peu rapide, parce que dans les faits, un humain, il s'est confronté au monde pendant 18 ans, il s'est adapté au monde, il a interagi avec le monde pendant 18 ans, et après, il s'est spécialisé pendant 20 heures. Donc, en fait, il a mis beaucoup plus de temps que ça à construire une compréhension du monde, mais après, pour l'adapter, c'est très rapide. Donc ça, c'est le point de vue qu'on a, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est plus faire les 18 ans que les 20 heures. Voilà. Alors forcément, après, on verra, mais forcément, on accède à un marché, on résout des problèmes de la vie concrète, donc on fait le spécifique qui reste. Mais notre point de vue de départ, et ce qui a fondé la boîte, c'était vraiment de se dire, on fait du générique, on ne fait pas du spécifique. Ça a une conséquence énorme pour le business, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas démarré en se disant on va résoudre le problème des drones, on va résoudre le problème de la voiture autonome, mais du coup, c'est réellement on va résoudre le problème de la vision robotique. Voilà. D'où le côté ambitieux, mais qui a techniquement une explication. Juste un petit disclaimer, quand je parle d'intelligence générique, juste pour ceux qui connaissent le terme d'intelligence artificielle générale, on n'est pas du tout à faire ça. Tout à l'heure, je parlais de Terminator. Je fais disclaimer tout le temps parce que je pense que j'ai la question à peu près une fois par semaine. Donc, en fait, on ne parle pas d'une intelligence générale, mais de plusieurs intelligences génériques. Sous-entendu, nous, on s'intéresse à la vision, qui finalement est assimilée au cortex visuel dans le cerveau, mais ce n'est pas du tout l'entièreté du cerveau et ce n'est pas du tout l'entièreté de l'intelligence qu'on peut avoir. Et en fait, il existe plein d'intelligences génériques différentes. Du coup, j'ai cité le cortex visuel, donc c'est pour la partie des humains. Mais en fait, c'est le chemin que prend même l'intelligence artificielle. Avoir des intelligences génériques
une des plus connues en ce moment, c'est ce qu'on appelle le NLP, ça constitue les modèles de langage avec GPT-3, BERT, des choses comme ça, où en fait, l'idée, c'est on en est arrivé au point où on ne fait pas un système de traduction ou un système de summary, de résumé de texte, mais en fait, on fait un modèle de langage qui est capable de comprendre toute la notion de texte, par exemple. Donc là, c'est vraiment de la compréhension de texte. Et après, on le spécialise pour faire une tâche précise. Si vous avez besoin de faire de la traduction, de la réponse à des questions spécifiques, un chatbot, c'est le chemin que ça prend. Et le troisième exemple, c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning, on va dire, DeepMind a beaucoup appliqué aux jeux vidéo, où l'idée, c'est d'avoir une approche qui est capable d'apprendre à jouer à des jeux vidéo, mais pas de manière spécifique, mais qui est capable de s'adapter à des nouveaux jeux en s'entraînant. La même architecture est utilisée pour différents jeux. Donc voilà, donc ça reste des domaines très différents. On n'a pas une intelligence capable de résoudre tous ces domaines-là. On en est très très loin. Mais par contre, on commence à parler quand même de générique dans le sens où on n'est plus sur du fait main très spécifique. Voilà. Et donc nous, on s'inscrit dans ce mouvement-là, et on s'inscrit dans ce mouvement-là pour la partie vision et compréhension de scène. Du coup, si je pars un peu plus concrètement sur comment on le fait, en fait, on a une approche qui est basée sur un cœur technologique qui est générique de compréhension de scène, qu'on a nommé Alloception, et qu'on spécifie selon les besoins, soit d'un client spécifique, soit d'un marché, on va dire. Donc pour ça, on a créé des différents produits liés à des verticales qu'on cible, qu'on a commencé à cibler, parce que forcément, qu'on dit on veut faire toute la robotique, on va quand même le faire selon un certain ordre. Et donc, on s'est spécialisé sur les AGV, donc c'est ce qu'on appelle les robots mobiles en usine, les drones, aériens ou sous-marins, les ADAS, donc c'est la voiture autonome, mais les étapes d'avant, donc tout ce qui est régulation de vitesse adaptative, freinage prédictif, des choses comme ça. Et on est en train de voir pour la partie picking, qui est en industrie, les robots qui sont capables de saisir des objets, de faire du débraquage, des choses comme ça. Du coup, maintenant, si je rentre un peu plus dans le dur, dans notre technologie, avant d'analyser ce schéma un peu complexe, un peu bien chargé, faut rappeler comment ça fonctionne un système de vision actuellement. On dit, par exemple, si je reprends l'exemple de la voiture autonome, que c'est de l'intelligence artificielle. En vrai, si vous regardez ce qui constitue une entreprise de voitures autonomes, vous verrez beaucoup plus d'ingénieurs qui font de l'électronique, du sensor fusion, donc de la fusion de capteurs ou des choses comme ça, que d'ingénieurs qui font de l'intelligence artificielle. La raison à ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, une voiture autonome, pour la plupart des boîtes qui en font, c'est vu comme un système complexe, un système d'ingénierie complexe, où on a plein de capteurs en entrée, un lidar, ou plusieurs lidars, des caméras, des radars. Et à partir de ça, on va extraire les données de ces capteurs-là, donc à savoir extraire les lignes au sol, les panneaux, les autres voitures, les reprojeter en 3D, fusionner les informations qui viennent des différents capteurs à instant T, et après se dire, OK, j'ai ça à chaque instant, donc j'aimerais bien avoir des trajectoires, donc je vais refusionner tout ça pour avoir, on va dire, savoir quelle voiture entre les différentes images d'une vidéo, par exemple, laquelle correspond à laquelle. Et donc, toute cette chaîne de traitement qui est ultra complexe, elle est faite à la main, c'est vraiment de l'ingénierie, et comme on va le voir, ça a pas mal de limitations. Déjà, ça veut dire que ça repose sur l'utilisation vraiment de capteurs complexes, et c'est l'intelligence, entre guillemets, vient surtout des capteurs, et après de l'analyse. Mais après, la plus grosse partie, finalement, elle vient plutôt de la fusion et de la compréhension qui, elle, est quasiment faite à la main. En fait, dans l'idée, ce qu'on appelle machine learning, deep learning, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sert à faire des choses très précises du type je vais détecter les voitures que je vois avec mon lidar, je vais détecter les piétons que je vois avec ma caméra, et je vais détecter s'il y a un obstacle devant mon petit radar de recul ou mon radar de devant. Mais après, toute la fusion de ces informations-là a tendance aujourd'hui, et c'est ça qui est en train de changer, à être fait à la main. D'où coup vient ce magnifique schéma que je vous ai mis, qui est, nous, notre façon de faire. En fait, on s'est basé sur, vu que nos idées ne viennent pas de nulle part, on s'est basé sur le cortex visuel humain, et plus généralement des mammifères, et sa capacité à comprendre la scène avec, comme je le rappelle, juste deux pauvres capteurs qui sont les deux yeux. Donc on a un système qui est très différent des pipelines de traitement, des chaînes de traitement que je vous ai décrit brièvement avant. C'est qu'en fait, on a un module central qui est unique,
et tout se base là-dessus. Sous-entendu, c'est un système qui est basé sur la connaissance, où l'idée, c'est que, contrairement à se dire, j'ai un capteur en entrée, un lidar, par exemple, je vais analyser les voitures et je vais sortir ça, et je vais faire ma trajectoire en fonction de toutes ces informations, c'est l'inverse. J'ai une compréhension de scène, donc on va dire, une simulation du monde que j'ai active, et mon but, c'est de mettre à jour cette simulation du monde. Donc, en fait, je vais poser la question à des capteurs, sous-entendu, je sais qu'il y a une voiture à cet endroit, je sais qu'elle a à peu près telle dynamique, est-ce que tu l'as vue? Voilà, à travers le lidar, par exemple, et où est-ce qu'elle est. La grosse différence de ça, c'est qu'on est capable de faire des systèmes beaucoup plus complexes parce qu'on n'a pas d'a priori humain. Pour vous donner un exemple, un gros défi de la compréhension de scène, c'est le fait de comprendre le monde en 3D. Parce qu'en fait, une caméra, ça capture le monde qu'en 2D, ou un lidar, c'est projeté, mais ça reste que de la donnée 2D. Donc le but, c'est de le comprendre en 3D. Une façon de faire, c'est de faire de la stéréovision. Donc, c'est de prendre deux caméras et de les espacer d'une vingtaine de centimètres, comme nos yeux à peu près, et d'essayer de trianguler les points. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le défaut de parallaxe entre l'œil gauche et l'œil droit. Et ça nous donne une information de profondeur, donc de distance des objets. Donc, la manière classique de le faire, c'est de dire, je prends mes images gauche et droite, je les fusionne, j'ai une profondeur. Et après, hop, je fais mes étages d'après. Si on regarde comment un humain arrive à faire de la profondeur, il a une douzaine de façons de faire de la profondeur, en fait. Et la stéréovision, c'en est qu'une parmi les 12. Alors, je ne vais pas vous citer les autres, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle la depth from motion. Donc, c'est la capacité à estimer la profondeur à partir du mouvement. Sous-entendu que si vous déplacez la tête, les objets qui sont proches de vous vont se déplacer plus vite que les objets loin. C'est un peu la technique qu'utilise Disney dans les vieux dessins animés pour faire le background et le sentiment de déplacement et de 3D. Mais ça en est parmi une douzaine. Il y en a d'autres comme la capacité qu'on a à estimer les ombres et la projection des ombres, ce qui donne une information de profondeur, etc., etc. Le fait d'avoir un module central qui est unique, un cortex comme ça qui est commun à tous, c'est que c'est lui, en fait, qui décide où est-ce qu'il va chercher l'information. Donc, il a accès à tous les capteurs. Il n'y a aucun a priori. Et s'il a une information de profondeur qu'il peut aller chercher dans le lidar, il exploitera le lidar. S'il a une information de profondeur qu'il peut aller chercher dans les caméras, il l'exploitera, ainsi de suite. Et ça, c'est ça qui permet d'accéder, au lieu de coder, on va dire, à la main les 12 façons une à une, qui est je pense, impossible à faire. En fait, on a préféré faire un système qui est capable d'apprendre et qui est capable d'aller chercher l'information là où il veut. Donc, en fait, ça reste du machine learning et du deep learning, avec l'idée de se dire, j'ai des entrées, j'ai des sorties, je sais la profondeur que je vais estimer. Par contre, on lui laisse faire, on lui laisse chercher l'information là où il veut. Et ça permet de faire plusieurs choses. Ça fait que vu qu'on a un système commun qui est du coup persistant temporellement, parce qu'en fait, cette compréhension de scène, elle est récurrente, sous-entendu, on est capable de dire ce qu'on demande à l'objet, au système, du coup, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est déplacé dans ma scène, qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qui a disparu, au lieu de refaire une compréhension depuis le début en disant j'analyse toutes mes données capteurs. Ce qui fait qu'on a une consistance temporelle, et vu qu'on travaille en 3D, vu qu'en fait le but c'est de faire émerger une compréhension de scène 3D avec la profondeur, on accède aux lois de la physique. Basiquement, on peut contraindre le système pour lui demander de respecter les lois de la physique. Sous-entendu, je ne sais pas, en citant le loisir, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Du coup, au lieu d'utiliser des quantités monstrueuses de données à noter, qui est un peu la complexité aujourd'hui du machine learning et du big data, en fait, on peut utiliser juste des vidéos non annotées et juste dire au système, je veux que tu me comprennes cette scène, mais en ayant ces contraintes physiques-là. Sous-entendu, si tu as détecté un objet à l'instant T, il ne peut pas disparaître. Il peut sortir du champ, il peut être masqué par un autre objet, mais par contre, il ne peut pas disparaître. Et ça, c'est un des nombreux exemples qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle le semi-supervised learning. C'est qu'on peut contraindre le système pour qu'il n'ait pas besoin de beaucoup de données et de moins de données. Voilà. L'autre point, quand on fait un système comme ça, c'est qu'au lieu de faire un pipeline spécifique à une tâche précise, on est capable de l'adapter pour plein de cas différents et à utiliser toujours le même système. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. Maintenant, je me base un peu plus du point de vue métier et de nos clients, c'est qu'au lieu de designer ce que je pouvais faire avec le bureau d'études avant, des systèmes spécifiques, en fait, on réutilise un système générique qu'on rend spécifique et qu'on adapte au problème d'un client particulier. C'est exactement l'image d'une personne qui
interagit dans le monde réel pendant 18 ans et qui apprend à conduire en 20 heures, quoi. Et donc, on a fait ça pour plusieurs exemples. Alors oui, je vous ai pas donné le background, mais l'entreprise Visual Behavior a 1 an et demi, donc en fait, on en est au stade où on a fait plusieurs POC et on est en train d'implémenter nos solutions chez des clients industriels ou autres. Donc le premier système qu'on avait fait, qui était un peu notre manière de montrer la technologie et les bénéfices de la technologie, c'est que on a pris le challenge de Waymo. Alors Waymo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la filiale véhicule autonome de Google, qui avait lancé plusieurs défis. Il y avait un défi le but c'était de comprendre le monde 3D avec un lidar, donc en détectant les voitures, les piétons en 3D avec un lidar, donc ce capteur extrêmement coûteux et contraignant. Et il y avait un autre challenge qui était détecter le monde seulement en 2D. Donc l'idée, c'était juste de trouver dans les images où sont les voitures, et voilà, mais cette fois-ci, pas les positionner dans un monde 3D, mais uniquement avec les caméras. Donc nous, on s'est un peu lancé le défi, ce qu'on appelait le Hidden Challenge, qui était de résoudre le problème complexe de la 3D avec uniquement des caméras. Donc on s'est un peu mis des bâtons dans les roues. Pour prouver qu'en fait, avec justement cette approche qui est complètement générique, on arrive à mieux exploiter les données d'entrée et à quand même réussir à faire de la 3D. Et c'est exactement ce que je vous disais. En fait, avec cette architecture, on arrive, parce qu'on a une architecture fusionnée qui est capable de trouver les meilleurs chemins possibles, entre guillemets, pour exploiter l'information de départ, à des systèmes beaucoup plus intelligents, typiquement réussir à faire de la 3D uniquement avec des données 2D. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, donc vous voyez, c'est toujours le même système qu'on adapte. Là, c'est un AGV. Donc, c'est des tests qu'on a fait chez DPD en collaboration avec Enjoy Robotics. Enjoy Robotics, c'est des gens qui font des AGV, donc physiquement les robots qui se baladent dans les entrepôts, qui font plutôt du sur-mesure. Donc, c'est l'image que vous voyez en bas à droite, c'est plutôt des gros robots et pas trop les petits robots par milliers en mode Amazon. Et donc là, on a réadapté le système. Le but, cette fois-ci, c'était le but du robot, c'est qu'il se balade au milieu d'humains qui travaillent, basiquement. Le but, c'est de faire de la robotique collaborative. Alors, on va peut-être pas parler de cobot, mais l'idée est là. Et donc, on avait besoin de savoir, on va dire, de base, où sont les humains pour pas les écraser, basiquement. Mais au-delà de ça, c'est d'aller plus loin et d'être capable de se dire, si on veut vraiment un robot qui est capable de collaborer, il faut être beaucoup plus subtil. Sous-entendu, il faut savoir répondre à des questions du type, est-ce que je peux dire si l'humain m'a vu, et est-ce que je suis capable de dire dans quelle direction il est en train d'aller et où est-ce qu'il va être, sachant que finalement l'évitement d'obstacles, piler devant un humain parce qu'on l'a détecté, c'est bien, mais quand votre robot fait 2 tonnes et que l'humain est à 15 cm, en termes de collaboration, je pense que l'humain est quand même pas très satisfait. Donc là, l'idée, c'est plus de répondre à la question, je vois tous les humains qui y a autour de moi, et est-ce qu'il y a un humain qui va croiser ma trajectoire à un moment, et si oui, je peux anticiper et donc l'esquiver avant même que j'arrive devant lui. Sous-entendu, est-ce que je dois le contourner en faisant un mouvement pour passer derrière lui ou devant lui, sachant que je sais dans quelle direction il va, voire je sais est-ce qu'il m'a vu ou pas, donc je sais s'il va freiner ou pas. C'est ce que permet ce genre de système générique, et en fait, ce qu'on fait humainement de manière complètement implicite, on s'en rend même pas compte. Mais en fait, on attribue une psychologie à chacun des objets d'une scène, donc les humains, mais aussi les autres, et on est capable du coup d'estimer ce qu'ils vont faire dans les instants proches, et en fait, on ne réagit pas par rapport à ce qu'on voit, mais on réagit par rapport à ce qu'on imagine qui va se passer. Voilà, c'est juste le fonctionnement du cerveau humain, et donc c'est ce qu'on essaie d'imiter. Et le troisième point, le troisième sujet, c'est les robots de picking. Donc le but d'un robot de picking, c'est l'image que vous voyez par exemple en bas à droite. Le but, c'est d'aller saisir des colis ou des boîtes ou n'importe quel objet et aller le déposer. Et ce qu'on voit là, c'est que par exemple, là, on a quelque chose de très différent à faire. Sous-entendu, pour faire un robot de picking, on ne peut pas juste détecter l'objet, mais il faut le détourer finement parce qu'on veut savoir quelle est la surface que j'ai le droit de saisir, voir si selon le type de robot, j'ai besoin d'estimer par exemple le plan du colis pour aller mettre mon préhenseur de manière subtile sur la boîte et le saisir. Et donc, au lieu de designer des systèmes spécifiques, l'intérêt de notre système, c'est qu'il permet de faire ça de manière intégrée. Sous-entendu, on reprend toujours notre framework qui est générique,
Et on est capable de lui demander de nouvelles choses. Et vu qu'à l'intérieur, il est déjà, entre guillemets, câblé pour répondre à des problèmes de compréhension de scènes géométriques, temporelles ou autres, pour lui, ça ne lui pose aucun problème d'aller dire en 3D, finalement, cet objet il ressemble à ça ou il ressemble à ci. Voilà, un peu pour les applications. Je pense qu'on pourra peut-être les approfondir pour les questions si vous en avez. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir une discussion autour de ça plutôt que je vous le présente en mode brut. Donc, je vais juste finir après ces quelques exemples d'applications sur juste l'IA et l'éthique, parce que pour nous, en fait, quand on a créé l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On ne peut pas faire d'IA sans penser à l'éthique, surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Chine ou autre. Donc, quand on dit qu'on fait des systèmes de compréhension et de tracking, ça fait un peu peur aux gens. Donc, pour se donner une idée, dans l'idée, on a designé le système pour que justement il respecte ce qu'on appelle la privacy by design. L'idée, c'est que le but, c'est pas de nous faire confiance pour le fait qu'on conserve pas les données et qu'on les vende pas à n'importe qui, mais en fait, on fait en sorte que le système remonte pas de données. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que de l'edge computing. Donc vous avez déjà dû avoir, je pense, dans ce fil de présentation, une présentation sur l'edge computing, sur l'IA. Et donc tous nos algorithmes tournent en local. On n'est pas super fanat de la 5G et de faire remonter toutes les datas sur des serveurs pour les traiter et les ramener. Déjà en robotique, c'est extrêmement compliqué et pas très adapté parce que si on a des ruptures, des problèmes de latence, on a quand même un robot en train de se déplacer dans le monde réel. Et le deuxième point, c'est que vu qu'on fait une intelligence qui a tendance à être générique et à l'adapter sur des cas spécifiques, on n'est pas des aspirateurs à données. On n'a pas d'intérêt à essayer d'avoir un maximum de données sur tout le monde. En fait, on est plus à designer des blocs intelligents et génériques qu'on n'a pas besoin de réajuster à chaque fois, ce qui limite grandement nos besoins de données. Et donc là, du coup, le besoin en données, ça arrive sur le deuxième point, qui est la partie environnement, qui, je pense, aujourd'hui, c'est pareil, on ne peut pas l'esquiver. C'est ultra important d'imaginer les systèmes de demain en prenant ça en compte. Et donc, notre positionnement tient aussi là-dessus, qui est que, du coup, vu qu'on est générique, on a un entraînement qui est léger et qui est générique. Du coup, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des énormes entraînements qui coûtent des millions et qui consomment je ne sais pas combien de kilowattheures. On a pour but, parce qu'on fait de l'edge computing, de le faire sur des systèmes légers, donc embarqués sans serveur. Et le troisième point, c'est qu'on est adaptable. Exactement comme l'humain, c'est parce qu'on est parti d'une base générique qu'on a spécialisé. Si demain, il y a un nouveau ajout à faire à un robot, parce que, par exemple, on a fait un robot qui se baladait d'un point A à un point B en esquivant les humains, mais maintenant, on aimerait bien qu'au point A ou au point B, il puisse faire une action. On n'a pas besoin de rajouter de capteurs, on a juste besoin de demander au système une nouvelle information. Sous-entendu, le système fait de la compréhension de scène globale et donc il est capable après de venir se spécialiser et répondre à d'autres questions. Alors ça nécessite des petits réentraînements, mais pas tant que ça et beaucoup moins que designer un nouveau système hardware, du coup de devoir tout changer parce qu'on n'a pas les mêmes capteurs, donc pas les mêmes unités de traitement et pouvoir s'adapter aux nouvelles demandes. Voilà. Et je vais finir par une petite slide qui est un peu notre leitmotiv. C'est le fait que tout est une question d'interprétation. Sous-entendu, c'est un peu le côté méta de la boîte, c'est que à la fois quand on fait un système de compréhension de scène, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte de passer de tas de pixels qu'on appelle une vidéo à un système où on a compris comment est constituée la scène. C'est quoi les objets? Qu'est-ce que je peux en faire? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont en train de se déplacer, par exemple? Mais c'est aussi valable d'un point de vue un peu plus méta sur ce qui est l'IA, qui est l'IA, c'est un outil et ça dépend comment on s'en sert, comment on interprète son usage et qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai des coordonnées qui traînent par ici si vous voulez me contacter. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et si vous avez des questions, même juste maintenant, je pense qu'on peut passer, on a un petit temps pour y répondre. Oui, complètement. Merci beaucoup pour la présentation, Rémi. C'était très très clair pour l'instant. On n'a pas de questions. Donc j'invite tout le monde évidemment à en poser. N'hésitez surtout pas. Je vais peut-être commencer moi par rapport aux grands noms que tu as cités effectivement comme Tesla, comme tu montres aussi des images de Boston Robotics. C'est les approches que tu développes, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent également ou ils ont pris des axes différents où ils restent effectivement sur faisons des capteurs plus gros, plus chers, voilà, pour pallier justement le déficit d'intelligence. Non, j'ai pris ces cas explicitement parce que eux, justement, ils sont très proches de nous. C'est ceux qu'on connaît qui sont le plus proches.
Mais en fait, Tesla, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, fait un peu office d'ovni dans le monde des voitures autonomes. Et ça va même plus loin que ça, c'est qu'en fait, il s'est passé un truc étrange avec Tesla, c'est que ils sont partis de ce principe-là. Il y avait un célèbre tweet de Elon Musk qui disait que les lidars, c'était stupide et c'était nul. Et donc, ils sont vraiment partis de ce principe de on va utiliser que des caméras. Alors, ils utilisent, je sais pas, 8 ou 10 caméras sur leur Tesla, donc on est loin des deux yeux humains, mais quand même, il y a une vraie frugalité au niveau des capteurs et on sent que c'est plus du côté intelligence que les débats se fait. Et il y a un signe qui montre qu'on va vers de la compréhension de scène globale et qui est assez étrange, c'est que le même jour où Tesla a montré comment ils faisaient leur compréhension de scène, qui est finalement assez proche de ce qu'on fait, mais plus spécifique voiture, parce qu'ils ont des contraintes spécifiques, ils ont présenté en même temps leur fameux bot, leur robot humanoïde qu'ils veulent faire. Donc, je ne sais pas si ça sert un jour, parce qu'on connaît les annonces de Tesla et autres. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, et un peu le sous-discours qu'ils n'ont pas explicité, c'est que finalement, pour arriver à résoudre le problème du véhicule autonome avec peu de capteurs, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont dû remonter le concept d'intelligence suffisamment haut pour se dire ouais, mais finalement, c'est pas que adaptable aux voitures, on peut en faire plein d'autres choses, quoi. Donc, eux, si j'ose me comparer à eux, ils ont fait le chemin inverse de nous, qui est qu'ils sont partis de la voiture autonome, ils sont remontés, alors que nous, on part d'en haut et on se spécialise après. Mais je pense que c'est la même conclusion qu'on partage. Après, je vais être un peu provocateur, hein, désolé pour ça, mais certes, Tesla, ils ont fait le choix pas de lidar pour principalement effectivement du coût, de la complexité, etc. Après, les quelques accidents qu'ils ont eu, il y en a un qui est célèbre où le camion était blanc un jour de jour blanc justement, et ils n'ont pas vu ils ont pas vu le camion et la Tesla s'est emplafonnée dedans. Donc bon, après, c'est oui, voilà, peut-être qu'un humain aurait fait la même chose, hein, mais Ouais, après, je suis pas spécialement pour les voitures autonomes et remplacer l'humain partout. Pour le coup, sachant qu'il y a un humain dans la voiture, autant qu'il conduise, je ne sais pas trop. Assez étrange. Mais ouais, je suis d'accord. Par contre, en fait, si on regarde les taux d'accidents des voitures autonomes et des humains, en fait, il y a deux étapes. Mais on est beaucoup moins tolérant avec les systèmes robotiques. Est-ce que l'IA est parfaite ou est-ce qu'elle se trompe? Ça, c'est OK, c'est le Graal. Mais l'étape d'avant, c'est est-ce qu'un humain fait mieux ou moins bien, quoi. Et en fait, ouais, non, d'accord. Ouais, et ce qui est très dérangeant avec les robots, souvent, et l'IA, c'est que on n'apprécie pas que les robots fassent des erreurs stupides. Qu'une voiture se plante, si on se dit, ouais, en tant que conducteur, je me serais peut-être planté aussi, ça ne nous choque pas. Par contre, si elle a un accident stupide, nous, on se dit, en voyant les logs, ouais, moi, je l'aurais pas fait, là, ça pose vraiment un problème. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a tendance à copier les cortex et faire des compréhensions de scène globales, c'est que en fait, ça fait des erreurs qui ressemblent à celles des humains. Ok. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à venir dans le chat. Donc, la première, c'est à quel point les modèles que tu utilises, enfin, que Visual Behavior développe, sont spécifiques. Alors, pardon, je relis. À quel point vos modèles que vous rendez spécifiques sont génériques? Et si tu peux illustrer ça d'un exemple. Quel point ouais, il y a différents niveaux de spécificité. Il y a le premier, c'est est-ce que l'architecture est la même? Sous-entendu, est-ce que l'assemblage des différents neurones, entre guillemets, est le même? Et la réponse est oui, et ça simplifie. Ça, c'est plus pour la partie coût de développement. Sous-entendu, on n'a pas besoin de redesigner un système de zéro. Et après, en machine learning, tout le nerf de la guerre, c'est l'apprentissage. Et donc, la deuxième généricité slash spécifique, c'est est-ce qu'on fait des apprentissages génériques ou est-ce qu'on fait des apprentissages spécifiques? La réponse à cette question, c'est ça dépend des modules. Sous-entendu, dans notre gros système, on a des sous-systèmes qui peuvent apprendre, et qui sont en charge de, comme dans le cortex visuel et des aires visuelles, de avoir une notion de profondeur, une notion de mouvement dans l'image, etc., etc. Et ces systèmes ont tendance à être génériques. Donc finalement, c'est l'adaptation qu'il y a à la fin, c'est plus un petit entraînement qui a pour but de dire, je ne sais pas si si je veux détecter des objets, il y a des bases de données de détection d'objets qui existent, on s'est entraîné dessus, mais si je veux détecter un nouvel objet, c'est quoi la quantité de données que j'ai besoin pour m'adapter à ce nouvel objet? Et nous, on constate deux choses avec nos systèmes, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins de données que les autres systèmes, parce qu'en fait, on apprend la notion d'objet en générique, comme un bébé qui manipule un cube rose, il s'en fout de savoir que ça s'appelle un cube, il est capable de le manipuler. Et le deuxième point, c'est qu'on est capable, ce qu'on appelle de l'upgrade gratuite, entre guillemets, c'est que
En fait, à partir du moment où on détecte un objet, vu la structure du système, ça veut dire qu'on est capable de le traquer, ça veut dire qu'on est capable de le positionner en 3D, et pour ça, on n'a pas besoin de faire des réentraînements spécifiques. En fait, on a des capacités génériques au sein. Donc, ça dépend un peu des sous-modules et des fonctionnalités, mais on tend vers le plus de générique possible. Ok, merci. C'était clair. La question suivante est intéressante parce qu'effectivement, ça ouvre tout le débat sur quand un robot fait une erreur, qui est réellement responsable. Donc, c'est un débat un peu sans fin. C'est un peu le sujet du prochain. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse réelle hein, parce que je crois que c'est Volvo qui a déjà un système de camion complètement autonome. En fait, pas complètement autonome. L'idée, c'est qu'il y ait un camion qui soit piloté par un humain et que tous ceux qui suivent soient asservis à ce camion-là. Et pourquoi c'est pas en opération ce truc-là? C'est parce que effectivement, on ne sait pas à qui est la faute en cas d'accident. Est-ce que effectivement c'est le constructeur du camion? Est-ce que c'est le constructeur de l'IA? Est-ce que c'est le gars qui est le conducteur du premier camion? Donc c'est un vaste sujet. La prochaine conférence enfin le prochain webinaire sera dédié effectivement un peu à ces aspects juridiques, éthiques. Et il y a effectivement l'Europe commence d'amener une réponse voilà, donc on discutera de ça le prochain webinaire, donc je vous engage à venir au prochain webinaire. Une autre question sur quelle est la stratégie de mise à jour de tes modèles génériques, Rémi? Est-ce que tous les modèles spécifiques y contribuent ou pas? Alors, je vais essayer de comprendre la question. C'est est-ce qu'on a fait les modèles génériques et on ne les touche plus, ou est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du spécifique derrière, est-ce qu'on réapprend et est-ce qu'on upgrade, on va dire, notre truc tel que je la comprends, mais peut-être que... voilà, Emmanuel nous dit que c'est ça. Ok, super. Aujourd'hui, on est dans un entre-deux. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on met à jour nos modèles génériques à chaque fois qu'on développe un modèle spécifique. Il y a un détail, c'est que aujourd'hui, nos modèles spécifiques, c'est les premiers qu'on fait. Donc, en fait, on est à la fois en train de faire les modèles génériques et ceux spécifiques. Je pense qu'il y a effectivement un moment, et là, on commence à s'en rendre compte, où on voit qu'en fait, on ne gagne rien à réentraîner certaines parties. Voilà. Pour le moment, on le fait encore parce qu'on n'a pas de certitude, mais c'est ce qu'on est en train de voir, et on se rend compte que ça arrive assez tôt, en fait. Que comment dire, la partie soit du cerveau humain, soit de notre système, c'est à peu près équivalent, qui est responsable d'estimer la 3D des objets, finalement, c'est que de la géométrie pure, et que vous soyez en train de filmer une chaîne de montage ou une rue, finalement, c'est la même chose. Voilà. Mais ouais, chez nous, c'est une question d'actualité. Pour moi, ça me surprend parce que ça voudrait dire qu'un humain, une fois qu'il a acquis une compétence, il n'a pas forcément besoin de la généraliser ou de la réapprendre ou d'améliorer son apprentissage passé. En gros, par exemple, je sais skier, donc je sais prendre des virages, machin, etc. Demain, je transpose ça sur un VTT. Est-ce que malgré tout, donc je vais capitaliser sur tout ce que j'ai appris, effectivement, perception des obstacles, d'évitement, etc., gestion de la vitesse, de l'équilibre. Mais est-ce que le vélo ne m'amène pas aussi des compétences que je vais retranscrire après en ski, en refaisant le ping-pong entre générique et spécifique, quoi. Ce que je voulais dire, c'est oui, l'humain le fait tout le temps, parce que l'humain passe son temps à apprendre, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que si on bloque un humain dans l'apprentissage, et on le sait parce qu'il y a des pathologies neurologiques qui font ce genre de choses, on se rend compte que ça continue à fonctionner. D'accord. En fait, tout le défi, et c'est ce qu'on appelle le catastrophic forgetting, c'est le côté, si j'apprends autre chose, je suis un peu en train d'écraser ma connaissance d'avant. Et donc, comment je fais pour maintenir à jour ma connaissance d'avant en apprenant de nouvelles choses? Oui, effectivement, il y a tout un défi. Et Emmanuel, justement, nous demande s'il n'y aurait pas également un risque de dérive. Alors, c'est quoi la définition de dérive dans ce cas-là? C'est de perte de performance au cours du temps, qui est un des défis de l'IA, ou de dérive Je pense qu'il est en train de préciser. On va attendre son commentaire. De perdre la générosité. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est assez technique, mais pour le coup, quand on apprend un système générique, c'est pas qu'on prend, et qu'on veut se servir du spécifique pour améliorer le générique. Ce qu'on fait, c'est que on n'utilise pas que les données du spécifique, c'est juste qu'on ajoute
les données spécifiques à l'énorme jeu de données qu'on a. Enfin, énorme, c'est une façon de parler parce que chez nous, tout est petit, mais c'est plus cette manière-là. Donc, en fait, on n'a pas de côté de je me spécialise en ça, puis en ça, donc ça fait que j'oublie les étapes d'avant, quoi. Et ça, on peut le faire parce qu'on a des modules qui sont séparés et qui, du coup, ça reste des tâches génériques du type détecter le mouvement, détecter la profondeur, des choses comme ça. Merci. Il y a une autre question un peu plus spécifique sur les robots de picking. Donc effectivement, un robot de picking, c'est lent aujourd'hui. Est-ce que les modèles que tu vas amener, enfin, que vous allez amener, n'auront pas tendance encore plus à ralentir ce process? C'est une très bonne question. En fait, on a plus tendance à apporter une solution au problème de la lenteur de l'IA qu'un problème. Dans l'architecture que j'ai décrite, il y avait une partie où j'expliquais que c'est un système récurrent et qui se met à jour au lieu de tout réanalyser de zéro. Et ça lui permet d'être extrêmement rapide. Et sous-entendu, aujourd'hui, on est en train de faire des tests où le but, c'est de faire qu'un drone qui est en train de voler à 50 km/h arrive à esquiver des choses qui lui arrivent. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est capable de filmer et de traiter en temps réel. Donc, ça veut dire à 30 images secondes et de faire tourner des réseaux comme ça sur du hardware qui consomme une paire de watts, quoi. Donc, c'est vraiment... Dans le picking, la partie qui est lente, alors peut-être je connais mal le sujet, mais la partie qui est lente, c'est surtout la partie action. C'est pas forcément la partie perception-décision, si. J'ai l'impression que ça dépend des systèmes. Effectivement, il y a une partie temps masqué, entre guillemets, parce que de toute façon, pendant que le robot fait l'action, on a le temps de faire ce qu'on veut. Mais après, il y a quand même... comment dire ? En fait, il y a un peu une dépendance entre les deux, parce que souvent, le robot devient lent. Les robots sont très rapides, mais les robots sont lents parce qu'on n'est pas sûr de comment on a saisi l'objet. Et donc, on va ralentir pour être sûr de ne pas arracher l'objet ou faire des choses comme ça, quoi. Ou parce qu'on en a saisi deux en même temps. Ou voilà. Donc, pour le picking, il y a une entreprise que je vous conseille d'aller voir. Moi, je cite nos concurrents, c'est rigolo, qui s'appelle Covariant et qui est spécialisée, qui a pour but de faire les meilleurs robots de picking au monde. Donc, ils bossent avec ABB, ils bossent avec beaucoup de fabricants de robots. Et leur but, c'est de faire en sorte de pouvoir faire du picking de n'importe quel item, de n'importe quelle façon, quoi. Alors, pour le sous-titre, ils ont un point de vue ultra centralisé. Sous-entendu, ils font du reinforcement learning. Et donc, tous les robots qu'ils ont en production partout dans le monde remontent toutes leurs données sur leur serveur et ils s'améliorent avec ça au fur et à mesure. Donc, c'est un énorme... Voilà. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que... moi, les démos que j'ai vues de eux avec ABB, clairement, le robot d'ABB peut aller plus vite. Hein. C'est pas une question... Pour le coup, c'est pas une question de matériel. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Donc, une autre question qui dit, est-ce que effectivement, tu as parlé beaucoup de vision. Donc, est-ce que les développements s'appliquent également au-delà de la vision, donc la parole, l'audio, compréhension générale, etc., etc. Ouais, alors déjà, on nous trouve souvent beaucoup trop ambitieux en voulant faire toute la vision. Alors, je pense que ça serait un peu compliqué de faire de la parole et de l'audio. Effectivement, dans l'idée, nos systèmes pourraient s'adapter à de la parole et de l'audio. De toute façon, c'est un énorme système de fusion de capteurs et qui est automatisé et intelligent. Donc oui, ça c'est... Et même d'ailleurs, quand on y réfléchit 2 secondes, on a des idées de comment faire. Le fait est que, oui, clairement, on ne peut pas tout faire. Et chez l'humain, sachant que le sens le plus exploité de loin, c'est quand même la vision, on a décidé de commencer par ça et je pense qu'on se tiendra à ça pour un certain bout de temps quand même. Ok, super. Je crois qu'on a encore une autre question. Non, on a beaucoup de merci, donc je pense que la présentation était très très claire, donc c'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Je vais attendre peut-être 2 minutes pour voir s'il n'y a plus de questions. Oui, il y a plein de merci. Merci Rémi. Plutôt une question hardware, donc sur quel type de matériel tes moteurs tournent? Actuellement, ça tourne sur du NVIDIA, donc de l'embarqué fait par NVIDIA. Et là, on est en train de on va devoir faire des tests pour des drones pour le faire tourner sur du processeur de mobile. Donc des choses comme du Qualcomm, des choses comme ça. La puce mobile standard qui commence à intégrer des systèmes de traitement de deep learning.
On va te demander de répéter le nom de ton concurrent. Ah, excellent. Est-ce que je peux l'écrire dans le chat? Oui, je pense que tu peux Ça l'écrire. s'appelle Covariant. Hop là, c'est écrit. Ouais, c'est bon, il est dans le chat. Mais Visual Behavior est mieux. Hein. Je ne les connais pas, Covariant. Il y a encore une question sur le picking. Donc, picking et chorégraphie des robots, gestion des interférences dans un environnement 3D. Quelles sont les limites de l'approche que tu as présentée, notamment sur la compréhension de scène, et notamment si les pièces à prendre sont petites ou s'il faut être très précis sur la prise, etc. etc. C'est difficile de répondre à cette question sans avoir de cas concret. En fait, la manière de réfléchir pour nous, c'est à quel point on arrive à exploiter les capteurs. Sous-entendu, si vous avez une précision au pixel, ça va être difficile de monter au niveau sous-pixel parce que de toute façon, votre capteur ne vous fournit pas l'information. Donc, vous pouvez ajouter des a priori et des choses comme ça. Mais on arrive à... Enfin, la réponse est oui, on est précis. Le sous-titre de ça, c'est on est capable, sous-entendu, d'exploiter au mieux les capteurs qu'on a, quoi. Après, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les chaînes de traitement actuelles ont beaucoup d'intermédiaires, sous-entendu. L'idée, c'est j'ai une caméra stéréovision, je construis ma carte de profondeur. Avec ma carte de profondeur, je construis, je sais pas, ma forme de mon objet. À partir de là, j'estime l'équation de plan, par exemple, les cinq chaînes, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a une erreur qui se cumule et qui est rattrapable, entre guillemets, par chaque étape. L'avantage d'un système qui est unifié comme le nôtre, c'est qu'en fait, on a tendance à ne pas cumuler les erreurs, mais plus à les compenser ou à les traiter en parallèle. Donc, souvent, on est plus précis que les systèmes classiques, entre guillemets. Mais je peux pas, enfin, j'ai pas de chiffre à donner, ça n'a pas de sens. Ouais, j'imagine que la limitation de la précision, elle vient également, effectivement, du capteur, comme tu l'as dit, mais de l'actionneur. Si l'actionneur n'est pas capable de se déplacer d'1 millimètre, ben, effectivement, la précision, elle sera peut-être centimétrique au lieu d'être millimétrique. Ça me semble bien. Une petite précision sur le côté hardware, c'était plutôt le potentiel d'embarquabilité de tes réseaux. Je pense que la question était plus jusqu'à quel point tu peux descendre. Est-ce qu'on peut tourner sur un STM32 ou non, ouais, c'est plus petit que ça? Ah bah ça serait mon rêve, hein. Moi je viens de l'électronique à la base, mais non, clairement, à partir du moment où vous avez une caméra qui fournit, je sais pas, un flux de caméra, c'est à peu près une dizaine ou une vingtaine de mégapixels seconde, ça commence à être compliqué de le faire tourner sur un petit hardware, quoi. Donc, en fait, on est plus limité par la quantité d'informations qui proviennent des capteurs que par notre traitement interne. Sous-entendu, faire une liste d'objets et leur associer une position et une vitesse, c'est ultra léger. Par contre, la partie, il y a un tas de pixels qui m'arrivent et il faut que je les traite, ça, c'est plus complexe. Et en fait, on en a un point où on a envie de piloter des capteurs, que notre système soit capable de dire à la caméra, tu me fournis que cet endroit-là et tu me fournis que cet endroit-là. Parce qu'en fait, c'est notre gros bottleneck dans le traitement, c'est ça, quoi. J'ai remis tes coordonnées puisqu'on avait la question dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter Rémi. Hein, je pense qu'il sera content d'échanger avec vous. Donc, voilà. Je pense que s'il n'y a plus de questions, je vais attendre un petit peu si je vois qu'il y a encore quelques personnes qui écrivent. Donc, je vais quand même anticiper de vous remercier pour votre participation. Je remercie Rémi pour sa présentation qui était vraiment très claire et effectivement très éclairante. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans Visual Behavior, c'est que c'est un petit acteur, hein, c'est pas péjoratif de le dire. Et par contre, il pourrait être amené à effectivement fournir des beaucoup plus gros, parce que l'approche est originale et pertinente. Et les noms qu'on a cités là, toute proportion gardée, Visual Behavior ne peut pas concurrencer Tesla ou Boston Dynamics, malheureusement. Mais pourquoi pas fournir des gens, ces gens-là par cette techno. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite un bon week-end et puis on rediffusera le replay de cette session. Et puis n'oubliez pas la session du 3 décembre qui sera un peu plus tournée vers l'éthique de l'IA, le juridique, décrypter un peu la réponse que l'Union européenne et la réponse politique que le politique va amener à cette problématique-là. Merci beaucoup, bon week-end, au revoir. Merci à tout le monde.